Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. On va faire en sorte que les micros soient coupés. On va attendre encore une petite minute avant de commencer. Oui. Bon, nous sommes 50, donc c'est un bon chiffre, c'est un chiffre rond. Donc je vous propose de commencer. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. S'il vous plaît, merci de couper vos micros, sinon ça va être difficile de tous s'entendre. Mais bonsoir quand même à tous. Et je suis donc Philippe Guichandu, je travaille à la Fondation Grameen Crédit Agricole. Et je suis très heureux de lancer cette première rencontre du Club Microfinance de Paris en 2021, après une année de pause en 2020 suite au Covid. Le Club Microfinance de Paris est un club composé de personnes indépendantes qui sont là parce qu'ils ont un intérêt pour le secteur de la microfinance et l'inclusion financière au sens large et qui souhaitent organiser donc des rencontres pour partager, échanger sur les sujets du moment. On a été créé en 2006, on a réalisé déjà plus de 50 rencontres, alors essentiellement à Paris, c'est pour ça qu'on s'appelle Club Microfinance de Paris. Mais finalement, on s'est rendu compte que dans le monde d'après, on va dire, qui est le nôtre aujourd'hui, peut-être passer par une diffusion plus large à travers des conférences à distance pourrait certainement avoir un double avantage, c'est-à-dire sortir du cercle purement parisien et donc de toucher des personnes qui ne sont pas forcément à Paris. Et puis, je crois le plus gros avantage, c'est d'avoir la chance de pouvoir avoir des intervenants qui viennent effectivement pas de Paris, mais qui sont dans d'autres pays. Et là, on a la chance d'avoir deux personnes qui sont sur le continent africain. Voilà, donc il faut savoir qu'on a un partenariat avec Convergence qui nous aide dans la distribution, l'information des activités du club et on les remercie chaleureusement de nous donner cet appui puisqu'on est une structure complètement indépendante et sans aucun moyen financier. Et voilà, les membres du club interviennent essentiellement à titre privé. Donc, quelques éléments concernant cette organisation de la rencontre. D'abord, faites en sorte que vos micros soient coupés pour que ça se permette d'être plus fluide sur l'organisation. On va vraiment essayer de garder le timing de 1h30, donc de terminer pour 8h pour qu'on soit tous libérés dans les temps. Donc, si vous avez des questions, il y a le chat, évidemment, qui est utile et on fera attention de bien traiter, de bien récupérer toutes vos questions, sachant qu'il y aura un temps, évidemment, de débat. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la rencontre est enregistrée et qu'elle sera donc disponible plus tard et on vous enverra le lien pour vous transmettre
la rencontre ainsi que les présentations qui vont être faites, qui vous seront partagées. Avant de commencer, on veut faire un petit sondage pour savoir qui vous êtes. Donc, je pense que ça apparaît. Voilà, donc vous avez deux questions. On voudrait savoir qui participe finalement pour la première fois à cette rencontre et qui travaille ou pas déjà dans le secteur de la microfinance. Voilà, je vous préviens, vous ne gagnez rien du tout, hein. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais voilà, ça nous intéresse de savoir qui est le public. Et moi, je suis déjà ravi de voir qu'a priori, on a plus de 75 personnes des participants qui participent pour la première fois à cette conférence, une conférence du club. Donc, ça prouve bien que la distance est tout à fait... on sort de notre cercle, on va dire, de confort, hein, mais puisqu'on est, on est là. Voilà, on a déjà 58 participants. Je vous laisse répondre rapidement. OK. On a 50 réponses sur 57, 97% des gens qui ont voté. Et là, je vous répète, il n'y a pas de problème si c'est la première fois que vous participez à la conférence du club et si vous n'êtes pas dans le secteur de la microfinance. Hein. OK, 51 personnes ont répondu. Bon. Il y a une personne inscrite, pardon. Alors, il y avait 77 personnes inscrites, on est 58. Donc, voilà, et là, il y a 53 réponses. Et donc, je vais vous partager, et on va arrêter donc là le sondage. Et normalement, vous devriez voir les résultats. Est-ce que vous voyez les résultats? Oui, Philippe. Voilà. Et donc, on a 25% uniquement qui ont déjà participé à la conférence. Donc, ça, c'est vraiment, on est ravis d'accueillir tous ces nouveaux. Et quand même une majorité, sans très grande surprise, de personnes qui travaillent dans le secteur de la microfinance. Bien, je vous remercie et je laisse en tout cas, je vous souhaite une très bonne rencontre et je laisse la parole à Eugénie. Merci Philippe. Bonsoir à tout le monde. Alors, je suis Eugénie. Je suis aussi membre du Club de la microfinance de Paris et ravie d'animer cette conférence. Je travaille depuis bientôt 10 ans dans l'association Entrepreneurs du Monde et je représente aussi les institutions de microfinance auprès de la SPTF, qui est une organisation mondiale qui développe et promeut des normes pour améliorer la performance sociale des institutions en mettant la clientèle au cœur des décisions. Alors, nous avons ce soir le plaisir d'accueillir 3 intervenants qui vont nous présenter les effets de la crise sanitaire sur les personnes accompagnées par leurs institutions dans 3 territoires différents. On ira d'abord à Madagascar avec Julio Vaaciniain, qui travaille depuis 14 ans dans l'ONG Vaach et qui assure la direction de cette ONG depuis 10 ans. Vaach, dont le siège est à Antsirabe, a pour objectif l'amélioration durable des conditions de vie des familles pauvres en favorisant le développement de leur autonomie, tant sur le plan financier et économique que sanitaire et social. Et pour mettre en œuvre sa mission, Vaach fournit à la fois des services sociaux, accompagnement social, mutuelle de santé et des services économiques comme des prêts productifs ainsi que de l'éducation financière. À la fin de l'année 2020, Vaach dispose de 36 points de service qui servent plus de 17 000 entrepreneurs, dont 50% vivent en zone rurale. Et les activités qui sont financées sont des activités agricoles à 67%, qui représentent 67% de l'encours de crédit. Nous irons ensuite rejoindre Grégoire Eholm, qui travaille, lui, depuis 9 ans à l'Association pour le droit à l'initiative économique, qui est présente sur tout le territoire français.
Il en est le directeur régional Île-de-France et Centre Val-de-Loire depuis 4 ans. L'ADI est une association qui défend l'idée que chaque personne, même sans capital, sans diplôme, peut devenir entrepreneur si elle a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel et personnalisé. L'ADI a accompagné à ce jour 46 000 entrepreneurs, presque pour la moitié des femmes, 23% vivant en zone rurale et une majorité qui vit sous le seuil de pauvreté monétaire. Et puis pour finir ce tour de présentation, nous écouterons Jacques Affetor, directeur d'Assilassimé au Togo. Depuis 6 ans, il a contribué à mettre cette association sur pied il y a près de 10 ans. La mission d'Assilassimé est d'offrir un accès durable à des services de microfinance sociale adaptés pour les personnes vulnérables qui ont un accès limité aux institutions financières classiques pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. Alors, tout comme Vatch et l'ADI, Assilassimé déploie une méthodologie alternative dans le paysage en couplant à la fois services financiers et services d'accompagnement. À la fin de l'année 2020, Assilassimé rassemblait plus de 32 000 bénéficiaires, et en très grande majorité des femmes. Alors, avant de donner la parole à nos intervenants, je voudrais présenter quelques chiffres. Et après les présentations, qui nous amèneront normalement vers 19h15, nous réserverons donc 30 minutes pour les questions. Encore une fois, on va vous mettre à contribution en lançant une nouvelle question en ligne pour savoir, à votre avis, donc Philippe, si tu peux lancer le sondage, à votre avis, quelle est la proportion? Oui, attends, j'ai un petit souci. Vous voilà, êtes connecté sinon... depuis un autre appareil, votre sondage est inactif. Bon. C'est pas grave. On va demander, on va poser la question aux gens et si vous voulez inscrire dans le chat, voilà la réponse que vous pensez être la bonne. Donc, à votre avis, quelle est la proportion des clients des institutions de microfinance d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui ont vu leurs revenus baisser suite à la crise sanitaire? Est-ce que c'est 36%? Est-ce que c'est 49%? Ou est-ce que c'est 78%? Alors, qu'en pensez-vous? Ne soyez pas timide. Inscrivez ce que vous pensez. Voilà, 49%. Alors, voilà, combien de clients des IMF de ces régions-là attestent avoir vu le revenu baisser? Ouais, 78% qui revient souvent. OK. Eh bien, c'est bien ça, hein. 78% ont perçu une baisse de leurs revenus par rapport à avant la crise. Ça concerne donc plus de 3/4 des personnes qui ont été interrogées par téléphone entre les mois de juin et novembre 2020 dans le cadre d'une étude qui a été menée par l'organisation 60 décibels auprès de 18 000 personnes clientes d'institutions de microfinance en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Et la préoccupation principale pour ces personnes, c'est qui revient, donc c'est vraiment la capacité à travailler et à générer un revenu, et c'est une préoccupation qui croît au fil des mois. On a aussi 84% des personnes interrogées dans le cadre de cette étude qui déclarent être en moins bonne situation financière, et pour faire face, eh bien, la majorité de ces personnes-là, 60%, se sont appuyées sur leur épargne, 36% ont arrêté le remboursement de leurs prêts, et plus d'un tiers ont pris des mesures qu'on qualifie de plus sévères, puisqu'il s'agit de souscrire un nouveau prêt, parfois un prêt informel, ou alors carrément vendre un bien. On a 43% des personnes interrogées qui ont vu leur consommation de nourriture baisser depuis le début de la pandémie, et les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté monétaire sont plus impactées parce que le chiffre monte à 54%. Alors, comment les choses ont évolué de juin à novembre? On a vu que le stress financier a baissé et que les résultats de la dernière vague d'enquête étaient
plutôt encourageant. On voit aussi que le niveau de résilience est stable avec une capacité des personnes à recourir à l'épargne dans la durée et puis une minorité de personnes qui sont contraintes à vendre des biens. Le niveau de préoccupation par rapport à la crise il baisse, mais on voit que les préoccupations liées à la santé perdent du terrain, alors que les doutes sur la capacité à générer un revenu et à travailler augmentent. Voilà. Alors, Julio, avant de te donner la parole, pour comprendre concrètement comment les personnes accompagnées par VATCH pendant cette crise vivent, j'aimerais à nouveau interroger le public pour savoir leur avis, quelle est selon eux la principale préoccupation des personnes accompagnées par VATCH en ces temps de crise. Est-ce que c'est préserver sa santé, avoir accès à des besoins essentiels comme la nourriture ou la capacité à travailler et à générer un revenu? Est-ce que vous avez une idée sur la principale préoccupation des personnes accompagnées par VATCH en ces temps de crise? Oui, la nourriture, se nourrir. Eh bien, voilà, c'est la capacité à travailler et avoir une source de revenus qui revient dans 60% des cas, suivi de la capacité à bien s'alimenter, 43% des personnes, et à préserver sa santé pour 40%. Voilà, Julio, c'est à toi, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Bon, je suis heureux de participer donc, à cette conférence organisée par le Club de Paris. À Madagascar, donc, la pandémie a commencé au mois de mars 2020 avec un pic de contamination donc, au cours du mois de juillet, août. Comme partout ailleurs, donc, l'État malgache a décrété donc, un état d'urgence avec, par exemple, l'interdiction des rassemblements de personnes, l'arrêt de la scolarité des enfants, avec, il y a le port obligatoire de masques, il y a la libre circulation du transport de marchandises, mais il y a l'arrêt des transports des passagers entre les régions et entre les communes. Il y a la régulation des heures de travail et l'ouverture des marchés. Du coup, donc, au mois de juin et juillet 2020, nous avons donc réalisé une enquête auprès de nos bénéficiaires, bénéficiaires qui sont constitués en majorité par des femmes, 67% constitués par des femmes. Et comme Eugénie, dans le sondage qu'elle a fait tout à l'heure, donc a présenté, il y a 60% des enquêtés qui ont été préoccupés surtout par leurs sources de revenus, parce que bon, les sources de revenus permettent après de se procurer des nourritures et d'aller se soigner. Il y a 40% qui sont plutôt donc, qui se sont inquiétés de leur santé. Et là, à part le microcrédit, au fait, nous menons aussi l'activité de mutuelle de santé, mais nous avons constaté quand même une baisse de fréquentation de nos bénéficiaires, des structures hospitalières liées surtout à la crainte d'avoir le COVID-19, donc au milieu de ces structures-là. Par rapport à l'impact social aussi, il y a quand même
90% des personnes enquêtées, des bénéficiaires enquêtés, qui ont constaté donc une baisse du revenu familial. Et 41% d'entre eux ont jugé que la situation était vraiment difficile pour eux. Pour pallier donc à cette baisse de la situation financière de la famille-là, il y en a qui ont recouru à leur épargne. Il y en a qui ont dû chercher d'autres sources de revenus, surtout donc en réalisant donc des tâches journalières. Il y en a qui ont emprunté auprès de leurs connaissances et 14% d'entre eux ont dit qu'ils ont carrément cessé de réaliser le remboursement du crédit. Après, donc, par rapport à leur activité, il y en a 91% qui ont dit qu'ils n'ont pas pu continuer leur activité convenablement. Il y en a 22% qui ont dit ils ont continué leur activité quand même, mais de façon irrégulière. Et il y en a quelques-uns, 14%, qui ont dit qu'ils ont carrément arrêté leur activité. Il y en a quand même 69% qui ont pu continuer leur activité. 22% ont continué leur activité, mais de façon irrégulière. Et 14% ont carrément donc arrêté leur activité. Et pour eux, donc, 75% des personnes enquêtées ont jugé que la crise a eu un impact sur leur activité et la moitié d'entre eux ont jugé que cet impact a été vraiment très, très fort. Parce que avec la crise sanitaire, il y avait le confinement de la capitale de Madagascar, Antananarivo. Pourtant, on va dire que c'est surtout là-bas qu'il y a une forte consommation et que nos bénéficiaires qui sont constitués en grande partie par des agriculteurs, il y en a une partie qui ont eu du mal à acheminer leur produit vers la capitale à cause de ce confinement de la capitale-là. Mais il y en a qui ont pu quand même envoyer leurs marchandises via des collecteurs, mais il arrive que les collecteurs donc, ne paient pas convenablement en prétextant donc, leurs difficultés liées à la situation sanitaire à Madagascar. Et du coup, donc, une grande partie des enquêtés ont exprimé donc leurs difficultés par rapport à leur activité. Et l'impact a donc affecté à la fois les revenus et le capital des activités de nos bénéficiaires. J'aimerais juste noter que 95% des crédits octroyés par FAD sont destinés au financement des activités génératrices de revenus. Et en 2020, nous avons octroyé 73% de l'octroi des crédits ont été destinés au financement des activités agricoles. Par rapport aux revenus, au fait, sur les bénéficiaires enquêtés par rapport à leurs sources de revenus, il y en a 56% qui font du travail indépendant. Il y en a 20% qui travaillent quand même dans le secteur privé. Et 25% de ces personnes enquêtées ont eu au moins un membre de sa famille qui a perdu de l'emploi, surtout ici à Antsirabe.
une ville plutôt industrielle, surtout liée à la fabrication ou à la transformation des textiles. Et comme il y avait le confinement en Europe et aux États-Unis, ça a beaucoup affecté donc ces entreprises-là. Et il y en a quand même pas mal de personnes qui ont été mises en chômage technique. Et par rapport à la vente, il y a 59% des enquêtés qui ont connu donc une forte baisse de leur vente et 40% ont rencontré une légère baisse. Ça, c'est à la fois lié au confinement de la capitale de Madagascar, mais aussi à la régulation des heures d'ouverture des marchés, parce que, on va dire, au plus fort de la contamination du Covid-19, il arrive que les marchés n'ouvraient que la matinée et 35% ont donc exprimé qu'ils ont dû, pendant cette période, arrêter leur activité. Enfin, par rapport au capital, donc, comme le Covid a fortement affecté la vente des bénéficiaires, il y en a quand même 57% pardon, qui ont exprimé que la crise a eu un impact sur le capital de leur activité parce que avec la baisse de la vente, il y a aussi, surtout par rapport à nos bénéficiaires qui réalisent donc des activités agricoles, il y avait une forte baisse des prix de leurs produits qui a beaucoup affecté ces bénéficiaires-là. Et même là, maintenant, je viens de l'entendre de la part de l'équipe aujourd'hui qu'il y a par exemple une commune où les bénéficiaires ont vraiment exprimé une forte baisse de revenus liée à cette baisse du prix de leurs produits. Pourtant, actuellement, on a constaté quand même au marché une forte inflation donc, sur les produits de base, sur les légumes, sur le riz. Le riz, par exemple, on a constaté une augmentation de 30% du prix du riz, qui est un aliment de base ici à Madagascar. Mais au fait, c'est surtout les collecteurs qui sont gagnants dans tout ça parce qu'ils profitent de la crise pour acheter vraiment à bas prix les prix des produits et les vendre à un prix très haut au marché. Pour terminer donc, ma présentation, dans l'ensemble, cette crise a eu un fort impact donc, sur nos bénéficiaires. Les chiffres, les statistiques ici à Madagascar a démontré donc que 24% de la population, 24% des activités 24% des activités qui contribuent au PIB ici à Madagascar sont constituées par le secteur informel. Et comme nos bénéficiaires évoluent surtout dans le secteur informel, la crise sanitaire a vraiment un fort impact sur leur activité. Donc voilà, en gros, les effets de la crise sanitaire sur les personnes accompagnées par PAD ici à Madagascar. Merci. Merci beaucoup, Julio, de ton témoignage. Je t'en prie.
Alors, on va maintenant s'intéresser à un autre territoire avec Grégoire qui va nous expliquer l'impact de la crise pour les micro-entrepreneurs soutenus par l'ADI. Une petite question à laquelle vous pouvez répondre dans le chat juste avant. À votre avis, quelle est la proportion des personnes accompagnées par l'ADI interrogées il y a quelques semaines qui qualifiaient l'impact de la crise comme grave? Est-ce que c'est 26%, 62% ou 77%? Voilà, je vous laisse répondre dans le chat et puis on va donner la parole à Grégoire pour nous en dire plus. Bonjour tout le monde. Alors je vois les résultats sondage qui arrivent, partagés entre 26% et 77%. C'est 77% en effet des entrepreneurs qui ont été interrogés qui estiment que les conséquences de la crise ont été très graves pour eux. Alors, peut-être deux mots avant de commencer, une toute petite correction par rapport à la présentation d'Eugénie au début de la conférence. C'est 65 000 personnes qui sont actuellement avec un prêt en cours de remboursement à l'ADI, 65 000 emprunteurs actifs. Et depuis la création de l'ADI, il y a maintenant un peu plus de 30 ans, c'est 300 000 personnes qui ont été accompagnées. Voilà, donc la microfinance, ça existe aussi en France. Il y a aussi en France des besoins pour ça, des gens qui ont des projets d'entreprise et qui ne peuvent pas les financer auprès des banques. C'est pour ça que l'ADI a été créée. Alors, habituellement, à l'ADI, on met vraiment tous nos efforts dans le sens d'aller au-devant des porteurs de projets de création d'entreprise. Notre métier, c'est vraiment d'intervenir sur la création d'entreprise. Évidemment, au début de la crise sanitaire en France, la crise a réellement démarré au mois de mars avec un premier confinement en mi-mars. On a immédiatement choisi de réorienter toute notre énergie au service des entrepreneurs déjà en activité pour les aider à faire face le mieux possible à la crise et à cette situation. Et pour faire ça, on a décidé chaque mois de contacter individuellement chacune de ces 65 000 personnes avec un crédit en cours de remboursement pour prendre de leurs nouvelles, pour essayer d'évaluer au mieux leur situation et être à notre niveau autant que possible en mesure de pouvoir leur venir en aide. Et on s'est rendu compte au fil de ces appels qu'il était très, très important qu'on puisse se faire une idée très précise de leur situation et de ses besoins. Et on a complété ça par plusieurs études qui ont été réalisées au fil de l'année 2020 et encore tout début 2021. Une première début avril, donc là on était à 3 semaines de confinement très strict en France. 1650 répondants sur cette étude-là. Une deuxième qui a été réalisée sur la première quinzaine de juin. On était sorti du premier confinement depuis 3 semaines environ, 4200 répondants. Et puis une troisième étude qui a été réalisée tout récemment, là, sur la première quinzaine de janvier, pour voir où en étaient les entrepreneurs à ce stade-là. Voilà, alors je vais vous présenter les résultats de ces études. Ce qui est intéressant dans le fait d'avoir réalisé ces 3 études-là, c'est que ça nous permet de mesurer d'une certaine manière l'évolution de la situation de ces personnes, de leurs ressentis, et puis vous le verrez aussi de leur capacité à accéder aux différentes aides qui ont été mises en place en France. On a la chance d'avoir un État qui est en capacité de mettre en place beaucoup d'aides pour les entreprises de manière générale, et y compris pour les petites entreprises. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est un point important. Alors cette première étude réalisée en avril, on a senti très, très vite les effets lourds de la crise sur les entrepreneurs qu'on soutenait. 96%, vous voyez, d'entre eux ont dû arrêter soit complètement, soit partiellement leur activité. Donc vous vous en doutez, avec des conséquences très, très directes et très lourdes sur le revenu de ces personnes-là. Hein. Les entrepreneurs que soutient l'ADI sont des personnes qui sont plutôt en situation fragile, qui ont des tout petits projets d'entreprise, sont des entreprises qui n'ont pas beaucoup de réserves de trésorerie, etc. Donc une perte de revenus a un impact très direct sur les conditions de vie de ces personnes. Et donc 78% d'entre elles étaient déjà au bout de 3 semaines de confinement en situation de grande difficulté. Avec beaucoup d'inquiétudes, 55% des entrepreneurs pensaient qu'ils allaient devoir à court terme, moyen terme, fermer leur activité. Hein. Alors, donc, je vous l'ai dit assez vite, des aides publiques ont été mises en place.
et notamment pour les toutes petites entreprises, un fonds de solidarité avec un certain nombre de critères d'éligibilité qui étaient décidés. Donc, notamment, à cette époque-là, ce fonds était accessible aux entreprises qui étaient créées avant le mois de février 2020, et puis avec des critères de baisse de chiffre d'affaires à pouvoir justifier en comparaison à la même période sur l'année précédente, donc mars 2019 par rapport à mars 2020. À ce moment-là de notre étude, 24% des entrepreneurs avaient déjà observé qu'ils n'étaient pas éligibles à cette aide. Cette aide qui se voulait pourtant être un peu la dernière roue de secours. Malgré tout, 24% n'y étaient pas éligibles et 22% ne savaient pas tellement s'ils pourraient l'être ou pas. C'était aussi pas forcément très, très facile d'y voir clair sur les modalités d'accès, etc. Alors, à ce moment-là, au mois d'avril, avec à la fois les appels systématiques qu'on a réalisés auprès de chacun et puis le résultat de cette première étude, on a commencé à mettre en place un plan de relance pour venir le mieux possible, aussi bien que possible, en soutien aux entrepreneurs. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce plan de relance parce que ce n'est pas l'objet de l'intervention aujourd'hui, mais ce plan de relance contenait à la fois des mesures d'accompagnement, des services qu'on a mis en place, et notamment en digital pour aider les entrepreneurs à faire face à la crise, et puis des outils financiers spécifiques qu'on a essayé de mobiliser aussi, avec un travail de plaidoyer assez important qu'on a réalisé auprès de nos partenaires privés, les banques notamment, avec lesquels on travaille beaucoup, mais aussi partenaires publics, pour essayer de les amener à constituer un fonds de prêt sans intérêt, sur lesquels on pouvait appliquer un différé de remboursement très important, jusqu'à 24 mois, c'est-à-dire que les premières échéances de remboursement n'arrivent que 24 mois plus tard, pour permettre aux entrepreneurs dès que la situation le permettrait, réinvestir dans leur entreprise et relancer leur activité. Voilà, étude suivante au mois de juin. Donc là, on était sorti du confinement depuis un mois environ, comme je vous le disais. Ce qui a été très intéressant à observer à ce moment-là, c'est qu'une part très importante des entrepreneurs ont réussi à adapter leur activité face à ce contexte nouveau de crise. Alors, vous voyez, ils sont 57% à avoir déclaré modifier leur manière de fonctionner, leur manière de conduire leur activité d'entreprise. Alors pour beaucoup, cette adaptation est passée par le digital, vente en ligne, click and collect, etc. J'ai échangé tout récemment avec un entrepreneur, par exemple, qui lui, avait démarré en courant 2019 sur une activité de traiteur à domicile, c'est-à-dire qu'il se rend chez les gens à l'occasion d'événements pour préparer la nourriture sur place chez eux. Donc lui, évidemment, le confinement n'était plus du tout question qu'il puisse mener son activité normalement. Et donc, il a décidé d'investir dans un food truck, un camion, pour pouvoir vendre ses services dans la rue. Voilà. Donc, c'est un exemple comme ça d'adaptation d'activité, mais donc, vous voyez qu'ils ont été quand même très, très forts pour réussir à se réinventer. Voilà un élément important. Autre élément qui était important, c'était de mesurer combien finalement avait pu reprendre une activité sortie du confinement. Et vous voyez qu'il n'était que 27% à avoir pu reprendre normalement une activité. Et la moitié à avoir repris, mais seulement de façon partielle, et avec comme conséquence une baisse évidemment sur leur chiffre d'affaires et sur leurs revenus très conséquente. C'est, si tu veux. Autre enseignement de cette deuxième étude, je reviens aux aides publiques et aux fonds de solidarité dont je vous parlais tout à l'heure. Ils étaient finalement 51% à avoir pu en bénéficier. Donc c'était un petit peu mieux que les premières impressions qu'ils avaient en avril. En avril, vous vous souvenez que c'était 24% qui savaient qu'il n'y aurait pas de droit du tout, et puis une grosse part qui ne savait pas trop encore. Donc finalement, 51% y ont eu accès. Et ils étaient très reconnaissants de ça, et enfin, ils ont souligné l'importance de cette aide pour les aider à tenir. On a mesuré aussi à ce moment-là la confiance des entrepreneurs, confiance sur la survie de leur entreprise. Et vous voyez là-dessus que par rapport au mois d'avril,
où ils étaient 55% à penser que leur entreprise ne survivrait pas à la crise. Ils n'étaient plus que 38% à ce moment-là à penser qu'ils seraient en difficulté et qu'ils allaient devoir arrêter. Et puis, vous le voyez aussi sur la partie gauche, 95% d'entre eux pensaient qu'ils pourraient tenir le coup à condition que les aides de l'État soient maintenues, contre 62% sans les aides de l'État. Voilà, je ne vais pas commenter les autres chiffres, vous les avez à l'écran. Ce qui est quand même intéressant, c'est de noter la combativité des entrepreneurs, cette envie de s'en sortir, cette envie de se bagarrer. 40% d'entre eux, malgré tout, se sont accrochés et se disaient combatifs, avec un peu d'inquiétude aussi, 29% d'inquiétude. Voilà, troisième étude qu'on a réalisée, donc celle-là toute fraîche, toute récente. Les résultats sont sortis en fin de semaine dernière. Donc là, vous avez le résultat du petit sondage qui a été posé tout à l'heure. Donc en effet, 77% qualifient l'impact de la crise grave ou très grave. Des conséquences lourdes sur le chiffre d'affaires. 60% d'entre eux ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Donc je reviens là-dessus, mais vous mesurez bien l'impact que ça a sur les vies de ces familles qui ont des revenus très, très modestes. Voilà, et puis ce qui a été difficile à gérer, selon eux, ça a été bien évidemment en premier lieu la perte de revenus. 73% ont souffert de cette perte de revenus, mais aussi d'autres choses, l'inactivité, 44%, simplement le fait de ne pas pouvoir travailler, c'est quelque chose qui leur a pesé beaucoup. Et puis, toujours par rapport à mon sujet sur les aides publiques, une difficulté pour eux aussi a été l'accès à ces aides publiques qui étaient là, mais pas forcément simple à accéder. Pas forcément simple, petite parenthèse, parce que d'abord, ces aides ont beaucoup évolué, les règles de ces aides ont beaucoup évolué au fil de la crise, avec des critères qui ont changé en fonction qu'on était confiné, plus confiné, à nouveau confiné, en fonction que toutes les entreprises soient arrêtées ou que seulement certains secteurs soient arrêtés. Et puis aussi complexité administrative d'accès. C'est des aides qui étaient accessibles à travers le site des impôts. Et toute une partie du public que soutient l'ADI n'est pas très à l'aise avec les outils informatiques et avait un petit peu du mal à s'y retrouver. Voilà, on peut passer à la diapo suivante, si vous voulez. Alors, toujours sur ces aides publiques, vous vous souvenez, en juin, ils étaient 51% à avoir déclaré pouvoir bénéficier du fonds de solidarité. En janvier, ils sont 61%. Donc, petit à petit, l'accès à ces aides publiques s'est élargi, notamment parce que les conditions de justification de baisse de chiffre d'affaires ont été assouplies, ont évolué au fur et à mesure du temps. Les conditions de date de création d'entreprise ont évolué aussi. Voilà. Et puis pour rappel, en avril, c'est seulement 24% qui pensaient pouvoir en bénéficier. Donc ces aides publiques ont été efficaces et même si elles n'ont pas servi tout le monde, elles ont servi quand même de plus en plus de personnes. J'ai mis pour avancer. Pardon, je vais avancer. C'est un petit peu vite. Sur la reprise d'activité, en juin, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils étaient un quart environ à vous reprendre. Ils sont maintenant un tiers. Alors c'est plus, mais c'est encore très peu quand même. Un tiers, ça veut dire qu'en creux, 2 tiers n'ont repris que partiellement ou n'ont pas encore pu reprendre du tout. Il y a encore un certain nombre d'activités qui sont complètement en incapacité de fonctionner dans le secteur de la culture, de la restauration pour ceux qui n'ont pas pu adapter leur modèle, etc. Conséquence assez logique de cette crise qui s'installe dans la durée, le niveau de confiance des entrepreneurs baisse. Il était en juin de 62%, il n'est plus que de 43% au mois de janvier. Voilà. Mais malgré tout, les gens s'accrochent et ils sont 16% seulement, entre guillemets, à penser devoir arrêter leur activité. Ce qui est à peu près équivalent à ce qu'on avait au mois de juin. Hop, petit retour en arrière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Cette confiance, elle est très, très liée, là encore, au maintien des aides publiques. Bon, je le redis, on a beaucoup de chance en France d'avoir tout ça. J'imagine qu'à Madagascar et au Togo,
la situation est très, très différente. Voilà, 43% sont confiants en l'avenir de leur entreprise, mais ils sont 94% à l'être si les aides sont maintenues. Voilà, je finis sur une petite touche positive et encourageante. Malgré tout ça, l'envie d'entreprendre reste forte. 70% des entrepreneurs retenteraient l'expérience aujourd'hui, même s'ils sont dans cette situation de difficulté. Dans cette dernière étude, on a interrogé environ 500 personnes qui nous ont contactés, mais qui n'ont pas encore démarré leur activité. Et 84% d'entre eux comptent bien le faire là, dans les mois qui viennent cette année. Donc ça, c'est des éléments très positifs. On l'a vu aussi au fil de l'année, au mois de juin, juillet, quand on était sorti du premier confinement et quand je pense qu'à ce moment-là, beaucoup de gens pensaient que la crise était derrière nous, on a vu un pic très très fort de demandes qui ont afflué vers nous, elle a dit, à nouveau pour des projets de création d'entreprise. Alors avec sans doute un effet rattrapage pour certaines personnes qui avaient mis leur projet un petit peu en pause sur la période du printemps, mais aussi avec beaucoup de gens qui se disent le monde change, pourquoi pas me lancer comme travailleur indépendant, me lancer à mon compte. Voilà. C'est une tendance qu'on a observée de manière très forte, qui est retombée un petit peu à l'automne avec le nouveau confinement, mais qui va certainement revenir à nouveau. Voilà. Donc, ma conclusion là-dessus serait simplement, je l'ai répété à plusieurs reprises, mais on voit bien, cette crise, elle dure plus longtemps qu'on le pensait au début. Elle va durer encore certainement. Et il va falloir du temps pour que l'activité économique reprenne normalement. Et pour ces raisons-là, l'ADIE plaide auprès des pouvoirs publics. On fait un gros travail de plaidoyer pour que ces aides qui ont été mises en place puissent continuer à l'être jusqu'à la fin de la crise, jusqu'à ce que l'activité économique reprenne normalement. Et ça pour tous les secteurs d'activité, parce que même ceux qui ne sont pas frappés aujourd'hui d'un coup de fermeture administrative, malgré tout, subissent des baisses d'activité très, très importantes. Donc, on fait de notre mieux pour militer auprès du pouvoir public pour ça, et c'est notre manière, c'est une de nos manières d'essayer de venir en aide aux entrepreneurs en activité, en plus de tout ce qu'on peut faire nous directement avec les outils dont on dispose. Ce sera peut-être l'objet d'une autre conférence du club à l'avenir. Voilà, merci. Merci Grégoire pour ton témoignage. Alors pour finir les présentations, nous allons nous intéresser au cas des bénéficiaires d'Assilasimé au Togo. Et avant de donner la parole à Jacques, un petit sondage si la technique suit. Alors, selon vous, quelle est la proportion des bénéficiaires d'Assilasimé qui attestent d'une dégradation de la situation financière de leur famille? À vos curseurs. Pendant le sondage, là, je vois qu'il y a eu plusieurs questions qui sont arrivées pendant que je parlais. On y répondra tout à l'heure. Voilà, encore quelques minutes pour répondre. On va voir ce que ça donne en termes de résultats. Alors, 80%, je crois que c'est bien ça. Et je laisse maintenant la parole à Jacques pour nous en dire plus sur le cas d'Assilasimé au Togo. Merci Eugénie. Et je suis très ravi de participer à cette conférence. Et c'est ma première participation. Donc, comme présenté par Eugénie, Assilasimé, c'est une association qui a été promue par l'ONG française Entrepreneurs du Monde depuis 2012. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner les personnes qui sont vraiment vulnérables, qui sont exclues du système classique et qui ne peuvent pas présenter des garanties et pouvoir accéder aux petits crédits. Donc, avec la méthodologie qui a été mise en place par Entrepreneurs du Monde, nous avons réussi à organiser ces personnes vulnérables en groupe afin de donner des formations sur la gestion de l'activité, la gestion de la trésorerie et leur permettre d'être autonomes financièrement. Donc, les activités ont commencé en 2012 et par la suite, la cible s'est élargie pour pouvoir s'occuper des personnes qui ne sont pas forcément des personnes vivant avec le VIH ou bien des personnes en situation de handicap. Donc, les groupes ont commencé par être créés dans
dans les quartiers. Et avec les formations, nous avons réussi à les accompagner avec des petits crédits. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir accompagné plus de 32 000 personnes avec des petits crédits et plus de 61 000 personnes avec des formations. Donc, avec la crise COVID-19 à partir de mars, toutes les activités ont été bouleversées et certaines mesures ont été prises par le gouvernement. Donc, la première mesure qui a plus handicapé les activités des bénéficiaires d'Achille Assimé, c'est l'interdiction des regroupements de plus de 15 personnes. Cette interdiction, puisque les activités d'Achille Assimé se déroulent dans les groupes. Donc, c'est des groupes constitués d'au moins 20 personnes et au maximum 40 personnes. Mais avec cette interdiction, les bénéficiaires n'ont plus la possibilité de venir en réunion du groupe, d'assister à des formations et de pouvoir faire leur remboursement de crédit. Ensuite, il y a également les couvre-feux qui ont empêché les bénéficiaires qui mènent leur activité à partir de 18 heures. Donc, du coup, dans certaines familles, nous avons noté que si le mari est conducteur de moto-taxi, il ne pourra plus travailler à partir de 18 heures. Et si la femme est revendeuse au bord de la route, à partir de 18 heures, ne pourra plus exercer son activité. Ce qui a vraiment agi sur le ménage et a complètement plombé l'activité de certains bénéficiaires. Il y a également les marchés qui sont fermés, alors que la majorité, je dirais même plus de 95% des bénéficiaires vendent dans des marchés, dans des petits marchés. Et maintenant que les restrictions empêchent les bénéficiaires là d'aller dans les marchés pour mener leur activité, et les conditions de vie sont plus que dégradées qu'avant. Et certains marchés, il y a les heures d'ouverture qui ont été réglementées. Vous venez tôt et déjà à partir de 16 heures, il y a les policiers qui viendront vous chasser d'aller, qu'on doit fermer le marché, etc. Nous avons également, il y a également la fermeture des écoles. La plupart de certains bénéficiaires qui sont à Lomé, dans le Grand Lomé, vendent dans des écoles. Et avec la fermeture des écoles, les activités, les revendeuses dans les écoles ne pourront plus continuer leur activité. Et celles qui n'ont pas une activité complémentaire se retrouvent dans une précarité pas possible. Et le dernier point, c'est le bouclage des villes. La plupart des bénéficiaires s'approvisionnent soit à l'intérieur du pays, soit dans les pays voisins. Donc, la ville de Lomé a été bouclée. Déjà à partir du mois d'avril, la ville de Lomé a été bouclée, empêchant les bénéficiaires d'aller s'approvisionner à l'intérieur du pays. Et depuis le mois d'avril, les frontières également sont fermées. Et du coup, ça empêche les bénéficiaires de s'approvisionner et ça les empêche également de recevoir les clients qui viennent des pays voisins pour acheter chez eux. Et cela a eu des répercussions vraiment graves sur les activités de ces bénéficiaires, surtout celles qui sont dans le commerce des habits ou bien celles qui mènent des activités de panne et autres. Donc, puisque ces bénéficiaires vivent au jour le jour, c'est ce qu'ils vendent aujourd'hui, qu'ils vont manger demain ou bien qu'ils vont manger le même jour. Et avec les mesures prises par le gouvernement, ces activités n'évoluent pas comme eux-mêmes ils l'ont souhaité. Et Achille Assimé a senti ces répercussions-là sur les remboursements, puisque quand la personne ne trouve pas à manger, elle ne pourra pas venir rembourser le crédit. Et le peu d'économie qu'elle a sur son compte, elle viendra retirer pour au moins prendre soin de sa famille. Eugénie, on peut avancer. Voilà. Donc, déjà, une enquête a été menée. Donc, nous avons reçu l'appui de nos partenaires qui ont aidé Achille Assimé à réaliser certaines enquêtes pour confirmer le constat qui est fait en interne. Donc, les résultats de ces enquêtes nous montrent que 83% déclarent être inquiets
par la crise, hein, parce qu'au tout début, avec la communication qui se faisait sur les médias, les sensibilisations de part et d'autre, ont tellement inquiété non seulement les bénéficiaires, mais également le personnel. Donc, du coup, déjà à partir de mars, du 24 mars, Achille Assimé, par peur aussi, avait stoppé les décaissements de crédit. Et les bénéficiaires qui, en ce moment-là, soldaient leur crédit aussi, ne pouvaient plus accéder à de nouveaux crédits, puisque même si elles accèdent à ces crédits-là, elles ne pourront plus continuer leur activité à cause des mesures restrictives. Donc, l'enquête qui a été réalisée confirme effectivement que le fait d'arrêter les crédits pour les bénéficiaires impacte également, puisque si la personne a pris son fonds de roulement pour rembourser le crédit et à la fin n'aura plus accès à de nouveaux financements pour relancer son activité, cela va complètement agir sur son activité. Donc, plus de 83% étaient tellement inquiets, mais on a vu l'évolution, puisque arrivé à un moment donné, Achille Assimé, déjà à partir du mois d'avril, c'est seulement un mois après, a repris le décaissement du crédit, puisque nous avons constaté que si Achille Assimé, qui est dans le social, qui est la seule institution de microfinance sociale, qui ne demande pas de garantie, aussi refuse de donner du crédit dans des moments difficiles, donc finalement, on rejoint les autres institutions qui exigent également des garanties. Donc du coup, à partir d'avril, il a été décidé de reprendre les activités de crédit. Malgré cela, les bénéficiaires n'ont pas tout de suite pris cette décision de venir solliciter le crédit. Parce que même si tu prends le crédit, tu ne pourras pas exercer ton activité. Donc, ceci confirme effectivement que l'inquiétude demeure, puisque même tant bien même que Achille Assimé a accepté de reprendre les activités de crédit, ces bénéficiaires n'ont pas tout de suite voulu venir prendre du crédit. Donc, du coup, l'encours de crédit qui était à plus de 2 milliards a chuté jusqu'à 1,1 milliard en moins de 3 mois, puisque certains remboursements arrivent, mais le crédit n'est plus décaissé pour soutenir les activités des bénéficiaires. Ensuite, on a constaté également que 81% déclarent effectivement que les sources de revenus, comme je viens de le dire, la source de revenus est complètement dégradée. Surtout les personnes qui ne sont pas dans l'alimentation et qui vendent les produits, bien les articles vestimentaires. Pendant la période de crise, personne ne va acheter les habits, les chaussures et autres. Donc, du coup, ces gens-là sont vraiment impactés par la crise. Nous avons également les couturières qui ont perdu complètement leur activité parce qu'il n'y a plus de clients. Et ces gens-là n'arrivent même plus à honorer leur engagement vis-à-vis d'Achille Assimé, mais plutôt sollicitent des appuis pour pouvoir relancer ou bien démarrer une nouvelle activité. L'impact a été atténué puisque après le mois de juillet, les activités ont repris, puisqu'il y a eu un peu de relâchement. Tous les bénéficiaires ont pris la décision de reprendre malgré le contexte, puisqu'il y a deux options. Soit vous mourrez de Covid, soit vous mourrez de la faim. Donc, les bénéficiaires ont pris la décision de prendre du crédit et de respecter les mesures barrières avancées. Sinon, le gouvernement ne pourra pas faire une action qui pourra répondre effectivement complètement à leurs attentes. C'est vrai que dans le mois de juillet, août, il y avait un fonds de l'État destiné pour les personnes vulnérables, mais le montant qui est attribué tourne autour de 15 000 francs CFA, ce qui est vraiment insuffisant pour un ménage standard. La personne, même si la personne est vulnérable, 15 000 francs ne pourra pas lui permettre de subvenir à ses besoins. Donc, du coup, l'idée, c'est de reprendre les activités et nous l'avons constaté qu'à partir du mois de juillet, août, non, à partir de août jusqu'en octobre, les activités ont commencé par reprendre suite à la décision qui a été prise par les bénéficiaires elles-mêmes. Eugénie, on peut avancer. Maintenant, le problème au niveau de ces bénéficiaires
bon, ils ont dit, dans l'enquête, il a été demandé si ils ont, pendant la période de crise, est-ce qu'ils ont fait des recours à des personnes pour pouvoir subvenir à leurs besoins ou bien ils ont vendu leurs biens ou autres. Mais nous avons constaté que ces bénéficiaires ont plutôt réduit leur niveau de dépenses, ils ont réduit les investissements. Ils n'ont pas tout de suite opté pour la vente des matériels. Donc, sur 100%, c'est seulement 1% qui a vendu. Et nous savons pertinemment que ces bénéficiaires qui ont vendu des objets, la plupart, c'est des couturières qui ont vendu leurs machines à coudre, juste pour subvenir à leurs besoins. Et ils disaient que, bon, si la crise finit, la CIME pourra quand même les accompagner à racheter une nouvelle machine à coudre. Donc, nous avons constaté que c'est plutôt la réduction des dépenses et l'utilisation de l'argent qui est disponible sur le compte. Si la personne a de l'épargne, c'est vrai que c'est de la petite épargne. Si elle a de la petite épargne sur son compte, elle vient vers la CIME pour retirer et au moins peut-être reprendre une nouvelle activité. Parce que dans tous les cas, ces bénéficiaires ne voulaient pas prendre du crédit aussi et ne pas être en mesure de rembourser. Donc, on constate qu'il y a une prise de conscience parce qu'on ne va pas se dire qu'on est en période de Covid. Donc, si on prend du crédit, on ne rembourse pas, ça ne va pas causer de soucis pour le renouvellement. Donc, c'est la décision qui a été prise par les bénéficiaires. Bon, par contre, 10% des bénéficiaires, bon, eux, ils disent qu'eux, ils n'ont rien dit. Pour eux, bon, ils n'ont rien fait pendant la crise. Bon, voilà. Et voilà un peu le résultat qui est sorti de l'enquête concernant les voies de recours. Pour le besoin de financement, nous avons clairement observé que dans tous les cas, les bénéficiaires ont souhaité qu'on leur donne encore du crédit pour reprendre complètement leur activité. Donc, la CIME étant déjà dans cette lignée, à accompagner avec les petits crédits, même les formations, pour leur permettre de reprendre complètement leur activité. Et comme si la CIME ne pourra pas laisser la formation de côté, il y a d'autres systèmes qui ont été installés, c'est-à-dire les écrans de télévision ont été installés dans les guichets pour continuer les sensibilisations et encourager les bénéficiaires qui souhaitent reprendre leur activité. Donc, on constate clairement que l'engouement pour la reprise des activités s'observe dans le graphique qui précède la diapo. Mais en milieu rural, nous avons constaté que bon, il n'y a pas eu tellement de ressenti de la crise parce que la plupart des crédits qui ont été décaissés en milieu rural ont une fréquence de remboursement in fine. Donc, le remboursement, c'est à la fin de la saison, à la récolte, c'est à la récolte que la personne rembourse le crédit. Donc, du coup, il n'y a pas eu de mesures, il n'y a pas d'exigence de respect des mesures barrières, même si vous effectuez une mission en milieu rural, les bénéficiaires ne portent même pas de masque, il n'y a même pas de lavage de mains, mais malgré les sensibilisations. Pour eux, la crise sanitaire, c'est à Lomé, ce n'est pas en milieu rural. Donc, du coup, il n'y a pas eu tellement de ressenti. Mais les quelques personnes qui déclarent qu'ils ont eu tellement de difficultés liées à la crise, c'est des personnes qui ont plutôt eu des difficultés liées aux aléas climatiques, soit à cause de la pluie, soit à cause de l'inondation. Donc, en milieu rural, on peut dire que les bénéficiaires de ces agences-là n'ont pas senti les effets de la crise sanitaire. Donc, pour la reprise, comme je l'ai dit, c'est vrai, l'État a mis en place un conseil monétaire qui n'a duré que 3 mois. Et après, ils ont repris, mais c'est pour les villes de l'intérieur. Donc, du coup, les bénéficiaires n'ont pas vraiment bénéficié, n'ont pas vraiment obtenu cet appui-là de la part du gouvernement. Par après, ils ont allégé les mesures barrières, il n'y a plus de couvre-feu, il n'y a plus de bouclage des villes. Donc, la CIME a maintenant commencé par remobiliser les bénéficiaires pour reprendre les formations et les accompagner avec les petits crédits.
les retraits qui ont été effectués. Certains bénéficiaires n'ont pas voulu reprendre de crédit, donc c'est l'épargne. Ils ont retiré leur épargne pour poursuivre leur activité. Mais ce qui est à noter ici, c'est que l'impact de la crise a également touché les enfants des bénéficiaires qui, après fermeture des écoles, se retrouvent dans les feux tricolores pour vendre les kits sanitaires, les cache-nez, les gels hydroalcooliques. Donc, du coup, ces bénéficiaires, les enfants-là s'exposent également au risque de contamination. Mais comme la maman et le papa n'ont pas les moyens pour subvenir aux besoins de l'enfant et à la maison, il est obligé d'aller au feu tricolore pour aller demander à ce que les gens puissent acheter ces kits sanitaires-là et essayer de se faire un peu d'argent. Voilà comment est-ce que Acide Assime a procédé pour accompagner ces bénéficiaires-là à reprendre leur activité. Merci. Merci beaucoup, Jacques, pour ce témoignage. Alors maintenant, laissons place à un temps d'échange. Anne-Sophie, est-ce que tu as pu répertorier les questions? On a vu pas mal de questions passer. Il y a des réponses qui ont été apportées. Je te laisse la parole. Merci Eugénie. Effectivement, toute une série de questions. Première catégorie de questions qui s'adresse à nos trois intervenants, donc Julio, Jacques et Grégoire, par rapport au profil des clients et aux critères d'éligibilité. Certaines réponses ont été apportées sur le chat, mais peut-être que vous pouvez quand même repréciser le profil de vos clients respectifs, avec une question notamment qui était: est-ce que vous intervenez plutôt en zone urbaine, rurale, à l'échelle nationale ou régionale? Mais là, une réponse a été apportée notamment par Jacques aussi sur la différence d'impact au niveau des clients qui se trouvent en zone rurale et en zone urbaine. Peut-être que vous pouvez nous dire si ça a été aussi le cas, Julio, au niveau de Madagascar et de Vatch. Aussi, toute une question qui s'adressait à Julio, c'est par rapport donc, à la situation sanitaire. Est-ce qu'elle vous a amené à être plus sélectif dans le choix des financements octroyés aux clients et à prioriser certains secteurs prioritaires, vitaux? Et cette question pourrait certainement aussi s'adresser, je pense, aux deux autres participants. Ce serait intéressant d'avoir une réponse globale. Quel a été aussi l'impact du Covid sur l'accompagnement que vous apportez aux bénéficiaires des crédits? Vos trois institutions n'apportent pas que du financement. Il y a toute une partie importante de votre activité qui est orientée autour de l'accompagnement. Et comment avez-vous pu poursuivre cet accompagnement pendant cette période de crise, et notamment du fait de la restriction des déplacements, des contacts et les mesures barrières? Et enfin, une dernière question qui, à mon avis, pourrait également s'adresser à tous, même si elle s'adressait au départ plutôt à Vatch, c'est: est-ce que la crise Covid met en danger l'activité en propre de votre institution, et dans quelle mesure et comment vous y remédiez? Et enfin, une dernière question qui s'adresse donc à Vatch et à Acide Assime. Avez-vous pu envisager d'aider par des aides financières vos clients à travers l'étalement des crédits, la diminution des taux d'intérêt ou d'autres modalités que vous auriez pu mettre en place? Et avez-vous été appuyé par des bailleurs de fonds pour pouvoir aider vos clients? Voilà une première synthèse. Est-ce que Julio, tu veux commencer? Donc, au fait, les clients de FAD sont constitués par des familles qui ont un revenu de moins de $2 par jour et par personne. Mais à part ça, donc, au fait, nous avons un outil de catégorisation sociale qui nous permet donc de vraiment avoir la cible. Les crédits sont individuels et nous travaillons on va dire parce que FAD a été créé en 2002 et depuis l'année 2010, nous avons commencé à travailler dans des zones rurales et actuellement, donc, on va dire que
nous intervenons surtout en zone rurale qu'en zone urbaine, même si à la fin de l'année 2020, sur l'encours de crédit, 50% sont constitués par des activités commerciales et 50% par des activités agricoles. FAD n'intervient pas au niveau national, mais sur les deux régions de Madagascar. Madagascar compte 22 régions et nous intervenons donc sur deux régions. Et à la fin 2020, nous avons environ 17 300 emprunteurs en cours. Par rapport à l'octroi, par rapport à la crise sanitaire, donc on va dire, durant le confinement qui s'est terminé au mois d'octobre, durant cette période-là, nous étions quand même plus sélectifs par rapport à l'octroi de crédit. Nous avons renforcé donc l'analyse des demandes et nous n'avons pas financé donc certaines activités, par exemple, surtout les activités commerciales qui ont été affectées par la crise, parce que sur les activités commerciales, il y a à la fois donc la régulation de l'ouverture des marchés, mais il y a aussi une certaine, on va dire, rareté des produits en provenance des fournisseurs. Donc, du coup, nous avons surtout privilégié donc, les activités agricoles en se disant que dans 3, 4 ou 5 mois, il se pourrait que le confinement va se terminer. Donc, le confinement à Madagascar s'est terminé au mois d'octobre dernier. Par rapport à l'accompagnement social des bénéficiaires, cette activité a été fortement impactée par la crise, dans le sens où ce ne sont pas les agents de crédit qui mènent cet accompagnement social-là, mais des animatrices sociales. Et le problème était que le transport en commun a été fortement perturbé. Il y a un moment où le maire ou le chef-lieu des régions ont interdit donc, la circulation des transports en commun. Donc, du coup, les animatrices sociales n'ont pas pu se déplacer et ça a affecté donc leur activité qui n'a repris que vers le mois d'octobre, vers la fin du confinement. Par rapport à l'activité de FAD, oui, ça a fortement donc affecté l'activité de FAD, j'imagine aussi pour les autres institutions de microfinance. Mais on va dire qu'au plus fort du pic de la pandémie, au mois de juillet, notre taux de portefeuille risque a monté jusqu'à portefeuille risque à 30 jours et plus, a monté jusqu'à 17%. Mais ce que nous avons fait, au fait, nous n'avons pas vraiment réalisé des aides financières, mais nous avons incité les emprunteurs à payer petit à petit selon leur capacité. Et à la fin de l'année, donc à la fin décembre 2020, le par à 30 jours et plus a descendu à 11%, sans que nous n'avons réalisé de rééchelonnement de crédit. Est-ce qu'il y avait eu un appui des bailleurs? Oui, il y a quelques bailleurs qui nous ont appuyés dans la distribution des masques ou des gels hydroalcooliques pour quelques emprunteurs, mais pas pour tous les emprunteurs. De la part de l'État, nous n'avons pas obtenu de réelle aide. Il y avait une initiative de la part de la Banque centrale, mais qui a été bloquée par le gouvernement. Donc, ça n'a pas eu lieu. Et actuellement, donc,
on va dire qu'on est dans une sorte d'incertitude parce que là, depuis 3 ou 4 semaines, on a constaté quand même une hausse de la contamination ici à Madagascar. Et d'autant plus que le gouvernement malgache n'a pas adhéré donc, à l'initiative vaccinale qui a été initiée par l'OMS. Et là, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais ce qu'on sent, c'est que l'État n'est pas prêt de réaliser un nouveau confinement. Merci. Merci. Grégoire, tu prends la suite? Je peux prendre la suite, tout à fait, oui. Alors, pour reprendre les questions dans cet ordre, le profil type des clients de l'ADI, il l'a dit tout à l'heure, presque une moitié de femmes, ce qui est pas mal parce qu'en France, les femmes dans l'entrepreneuriat, de manière générale, c'est 30%, hein, donc c'est une proportion assez importante quand même. Quelques stats encore que je peux vous donner, 28% de jeunes de moins de 30 ans, 48% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 24% de personnes qui n'ont aucun diplôme, zéro diplôme. Et puis, pour ce qui concerne la question rurale ou urbain, 44% des personnes qu'on soutient sont dans des territoires dits fragiles. Alors, territoire dit fragile en France, c'est soit les quartiers dits prioritaires de la politique de la ville, c'est à peu près la moitié, 22%, et puis l'autre moitié en zone rurale isolée. Voilà pour qualifier un petit peu le public de l'ADI. Sur la question de l'orientation ou pas des financements qu'on a pu octroyer pour les projets d'entreprise sur la période, on n'a pas fait le choix, nous, de censurer certains secteurs ou d'en favoriser d'autres à l'inverse, hein. Notre politique, c'est vraiment de recevoir les entrepreneurs avec leurs projets. C'est eux qui ont leurs projets, c'est eux qui viennent nous le soumettre. Ce n'est pas à nous de donner notre avis sur ça. Par contre, évidemment, on fait une analyse du projet et de la situation de la personne. Et là, on a estimé au cas par cas si on pensait que l'activité en question avait une pertinence à démarrer dans la période, dans le contexte. Mais voilà, vraiment avec une étude au cas par cas des situations et sans décider de bloquer un secteur ou un type d'activité plus qu'un autre. Et puis sur les services d'accompagnement qu'on a délivrés pendant cette période-là, alors ce qui a beaucoup changé, c'est qu'habituellement, tout l'accompagnement qu'on délivre et qui est une part importante du travail de l'ADI, on n'est pas juste un financeur. L'accompagnement est important aussi bien pour aider les personnes dans le montage de leur projet d'entreprise que pour le démarrage et puis le développement dans les premiers mois, dans les premières années. Habituellement, tout ce travail-là, on le fait très largement en présentiel, hein, bien sûr, dans nos antennes, mais aussi chez les entrepreneurs. Donc là, ça n'a pas été du tout possible sous le même format. Et puis l'accompagnement, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a réorienté très, très largement à destination des entrepreneurs en activité. Donc, ça a pris plusieurs formes. Ça aussi, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Ça a pris d'abord la forme d'appel individuel et de diagnostic individuel auprès de chacun des entrepreneurs, avec, suite à ces diagnostics, l'orientation vers différentes formules adaptées. Notamment donc, des coachings individualisés, mais aussi la mise en place, donc tout ça par téléphone ou par vidéo, hein. Aussi la mise en place d'un certain nombre de webinaires sur différents sujets pour faire face à la crise. Pendant la période du premier confinement, c'est 74 webinaires qui ont été organisés pour un peu plus de 10 000 participants, par exemple. On a mis en place aussi des newsletters à thème sur certains thèmes, comme par exemple comment adapter mon activité à la crise, comment digitaliser mon entreprise. Et donc, les entrepreneurs qui le souhaitaient pouvaient s'inscrire à ces différentes newsletters et puis recevaient régulièrement des informations sur tout ça.
On a mis en place aussi une cellule d'appui. Je vous ai expliqué tout à l'heure la difficulté pour toute une partie des personnes à accéder aux aides à cause de l'outil informatique, à cause de la complexité administrative. Donc, on a une cellule d'appui spécifiquement pour ça, pour aider les personnes pas à pas dans leur démarche. Voilà les différents services d'accompagnement qu'on a mis en place sur mesure. Alors, ça a été un des grands enseignements pour nous de cette crise. On a énormément renforcé tous ces services d'accompagnement et la proximité qu'on a eue avec l'ensemble des entrepreneurs. Les entrepreneurs en ont été et sont encore très, très reconnaissants de ça. Ils nous l'expriment beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose qui va nous faire évoluer, nous aussi, dans nos manières de fonctionner par la suite. On va essayer de davantage structurer cette relation régulière avec ces systèmes de diagnostic proposés aux entrepreneurs. Voilà. Et puis, sur les effets que ça a eu sur les niveaux de remboursement des microcrédits qu'on octroie. Ce qu'on observe, en tout cas, c'est que nos indicateurs de remboursement sont bons et ils sont même meilleurs qu'ils l'étaient l'année dernière à la même époque. À la fin, au 31 décembre 2020, on a un taux d'impayé de 48 mois, c'est-à-dire on prend 4 années de production de microcrédit et on regarde quel est le niveau d'impayé sur cette production-là. Un taux d'impayé qui est de 5,17%. Et à la même époque, au 31 décembre 2019, on était à 5,34%. Donc on est un petit peu meilleur sur les taux de remboursement. Alors c'est un indicateur qu'on prend avec énormément de prudence, parce que vous l'avez compris, en France, l'économie a été très très soutenue et très perfusée. Voilà, donc cette situation, on continue à la suivre avec beaucoup d'attention et les mois qui vont venir vont être assez cruciaux là-dessus. Je rends le micro. Merci. Jacques? Oui, je vais juste compléter par rapport à l'accompagnement. Donc, au niveau d'Assy-la-Cimée, nous avons des travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes vulnérables. Donc, contrairement à ce que Adi a présenté, nous avons une cible vraiment vulnérable qui ne savent pas manipuler même le téléphone, même les outils informatiques. Donc, l'accompagnement doit être fait physiquement. Donc, ça nécessite le déplacement d'un travailleur social sur le terrain pour accompagner surtout les personnes qui sont complètement à terre moralement par rapport à l'effet de la crise. Donc, ces travailleurs sociaux augmentent et organisent des groupes de discussion pour essayer de remonter le moral des bénéficiaires qui sont vraiment impactés par la crise. Et en dehors de ça, comme nous faisons des formations avant la crise, certains bénéficiaires, c'est à la formation qu'elles se récréent. Maintenant, comme il n'y a plus cette possibilité d'organiser ces séances de formation sur le terrain, on a quand même accompagné, on invite les bénéficiaires qui viendront en agence pour les opérations d'épargne, les opérations de retrait ou bien de remboursement de crédit. Il y a des sessions de sensibilisation et de formation qui sont organisées surtout sur l'utilisation de l'épargne en temps de crise. Parce que quand tu retires, si c'est fini et que la crise n'est pas terminée, tu n'auras plus de sous à venir retirer plus tard. Donc, il y a une sensibilisation qui a été mise dans toutes les agences et qui a permis d'amoindrir un peu le rythme de retrait de l'épargne sur le compte. Il y a également l'accompagnement sur l'utilisation de mobile money. Les bénéficiaires ne savent pas comment utiliser le téléphone pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'État. Donc, du coup, les travailleurs sociaux ont quand même fait ce travail pour leur expliquer, leur montrer la méthode à utiliser pour pouvoir être éligible à l'aide de l'État. Même si c'est négligeable, il faudrait quand même que les bénéficiaires, nos bénéficiaires aussi puissent en profiter. Donc, c'est ce genre d'accompagnement qui ont été donnés à nos bénéficiaires. En termes d'aide financière, Assy-la-Cimée n'a pas fait d'aide financière en dehors du crédit que nous faisons. Mais le crédit, ce n'est pas une aide financière, mais plutôt c'est un accompagnement puisque ça doit être remboursé. Mais avec l'appui de certains partenaires,
nous avons réussi à identifier les personnes qui sont vraiment impactées. Dans ma présentation, je parlais des couturières qui n'ont plus d'activité. Donc, ces couturières ont été identifiées et Achille Assimi a identifié également un formateur pour leur permettre d'apprendre à fabriquer des masques. Donc, avec l'appui d'un partenaire, nous avons réussi à fabriquer plus de 20 000 masques et ces masques-là ont été distribués aux responsables de groupes sur le terrain. On a également identifié un certain nombre de bénéficiaires pour la production du gel hydroalcoolique et la production du savon liquide. Donc, ces bénéficiaires qui ont été identifiés ont été payés après avoir produit ces kits sanitaires-là. Donc, cela leur a permis au moins de subvenir aux besoins de la famille. Donc, l'aide que nous avons faite n'est pas une aide en termes de dons, mais la personne travaille et à la fin, on lui donne quelque chose puisque son activité commerciale ne marche plus. Nous avons reçu d'autres accompagnements de la part de certains bailleurs qui nous ont dotés de moyens, ils ont mis les moyens à notre disposition pour augmenter la dotation en crédit de communication à nos animateurs et leur permettre d'être en contact permanent avec leurs bénéficiaires. Donc, il y a l'augmentation du crédit de communication, l'augmentation de la dotation en carburant pour continuer les visites, puisqu'il n'y a plus de réunions de groupe. Donc, il va falloir visiter les bénéficiaires individuellement pour collecter les remboursements, collecter l'épargne et puis même donner des conseils. Donc, c'est ces genres d'accompagnement qui ont été donnés avec l'appui de nos partenaires. Voilà un peu ce que je peux dire pour compléter ce que mes prédécesseurs ont déjà dit. Merci. Merci aux intervenants pour ces précisions. Merci Anne-Sophie pour la gestion des questions. Je vais dire un mot pour clôturer cette conférence. Tout d'abord, remercier très chaleureusement nos intervenants pour leur disponibilité et la qualité de leurs propos. Je trouve personnellement ça très ressourçant d'avoir des témoignages de combativité dans le contexte actuel et de voir comment, au-delà des services financiers, l'accompagnement est vital. Voilà, vous nous l'avez demandé, on l'a précisé, le support sera disponible ainsi que l'enregistrement de la conférence. On l'enverra aux personnes qui s'étaient inscrites et ça sera aussi disponible en ligne sur une page dédiée au Club de la microfinance de Paris qui sera hébergée sur le site de Convergence et sur cette page dédiée aussi, vous pourrez vous tenir informé des prochaines sessions en ligne organisées par le Club de la microfinance de Paris. Voilà, un grand merci à toutes et à tous d'avoir été en nombre pour participer ce soir. Et on vous dit à bientôt et portez-vous bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette présentation. Bonsoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci Aïn. Merci beaucoup. Frais de carburant, 5 000 francs. Dépôt, fonds de carburant, dépôt en banque. Recouvrement. En fait,